Merci et bienvenue à cette première grande dictée de l'ILFM, sa première édition. Merci de venir à l'heure du déjeuner ou l'heure de la sieste, je ne sais pas, donc je vais tâcher de faire en sorte que vous ne dormiez pas. Je me présente en quelques mots. Je m'appelle Solène Duchazot, je suis enseignante depuis 2 ans en CM1 dans l'école Notre-Dame de Toulverne à Vannes. Je suis donc jeune enseignante, mais plus si jeune que ça, vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai plus 20 ans. Je me suis donc reconvertie et pour me reconvertir, j'ai suivi la formation initiale dispensée par l'ILFM, formation en 2 ans. Et donc je fais partie de la toute dernière promotion diplômée en novembre dernier, donc c'est tout frais. Pour cette grande dictée, alors grande dictée c'est peut-être un bien grand mot, vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Je vous propose de passer plutôt un bon moment en compagnie de Joseph Kessel qui n'est plus à présenter, et un ouvrage sans doute. Je n'ai pas lu tout Joseph Kessel, mais sans doute l'ouvrage que je préfère, la biographie de Jean Mermoz, œuvre que je trouve magnifique, où il raconte la vie de cet ami fraîchement disparu. Jean Mermoz est disparu en 1936, Joseph Kessel écrit cet ouvrage en 1938, il part sur les traces de son ami disparu dans l'Atlantique, puisque Jean Mermoz était un pilote. Laissez-moi avant... Je sais que vous piaffez d'impatience de tester votre niveau de dictée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce texte avant d'entrer dans le vif du sujet de la dictée. J'ai lu cet ouvrage il y a 3 ans et ça a pour moi été la rencontre, oui, je dis vraiment une rencontre avec Mermoz et le point de départ d'une découverte de l'aéropostale. L'aéropostale, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le transport du courrier par voie aérienne qui s'est développé pendant l'entre-deux-guerres. Donc il faut imaginer ce qu'était l'aviation avec les vieux biplans qui sortaient de la Première Guerre mondiale pour imaginer ce qu'ont réalisé ces hommes-là. Et l'aéropostale est née en 1918. Alors, c'est pas de l'intuition, mais de l'audace d'un homme, Pierre-Georges Latécoère, jeune ingénieur, qui a eu cette citation magnifique, confronté à toutes les difficultés. J'ai refait tous les calculs, il confirme l'opinion des spécialistes. Le projet est irréalisable, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, le réaliser. En 1918, il disait ça. En 1930, le courrier arrivait jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'à Santiago du Chili, puisque l'objectif était de transporter le courrier depuis Toulouse jusqu'à Santiago du Chili, en passant au départ par Barcelone, Casablanca, Dakar, Natal au Brésil, puis survolé jusqu'à Buenos Aires et au-dessus de la cordillère des Andes. Et ils y sont parvenus grâce à de nombreux hommes qui se sont engagés dans cette mission audacieuse. Ils ont montré leur courage, leur ténacité, leur persévérance. Ces hommes, pour moi, sont des héros. Beaucoup l'ont payé de leur vie. Un certain nombre de noms ont traversé l'histoire et sont arrivés jusqu'à nous, dont Jean Mermoz, dont Henri Guillaumet, Antoine de Saint-Exupéry, Didier Dorin, sévères chefs d'exploitation de l'aéropostale, mais qui ont vraiment forgé l'aéropostale. Moi, ce sujet me passionne, j'ai pas le temps de vous en parler, ce n'est pas l'objectif, mais je vous explique juste que je le trouve tellement intéressant que lorsque j'ai réfléchi en prenant ma classe, je voulais faire fréquenter des héros à mes élèves, et ben je me suis dit, c'est l'histoire de l'aéropostale que je vais leur raconter. Donc le thème de l'aéropostale est mon thème d'année en classe avec mes CM1 depuis 2 ans maintenant. Ils accrochent à 300%. Et en fait, toute l'ambiance de ma classe est imprégnée de l'aéropostale. J'ai adapté le système de récompense pour que, donc ils sont répartis, mes élèves sont des pilotes, ils sont répartis en 4 équipages qui portent les noms de 4 grands pilotes de l'aéropostale. Il fallait bien en choisir certains, les trois plus connus, puis Martial Rennes, qui est aussi un pilote qui a fait un certain nombre d'exploits. Et leur mission, transporter le courrier de Toulouse jusqu'à Santiago du Chili pendant l'année. Le courrier a décollé le jour de la rentrée. Il doit arriver à Santiago avant la fin de l'année. Ils gagnent des kilomètres, donc c'est un système de récompense en individuel qu'ils mettent en commun en équipage. Et lorsqu'ils ont suffisamment de kilomètres pour atteindre l'escale suivante, ils font avancer leur avion sur le plan de vol. Ils sont comme des balles. Et la phrase de la TQR est affichée au-dessus du tableau, donc dès que j'entends « Oh, c'est trop dur, maîtresse, c'est impossible », écrit quoi là-haut donc ils la connaissent par cœur. Donc c'est vraiment toutes les occasions, enfin les occasions sont nombreuses au quotidien de parler de l'aéropostale et de ces hommes. Et je pense que le nerf de la guerre, c'est que Didier Dora, chef d'exploitation de l'aéropostale, leur rend fréquemment visite pour leur raconter l'histoire de l'aéropostale, leur raconter l'histoire de ces héros. Si vous les interrogez, vous diront que c'est la maîtresse qui se déguise. Je vous répondrai que je ne vois pas du tout de quoi ils parlent et que je suis terriblement frustrée parce qu'à chaque fois que Didier Dora vient en classe, je n'y suis pas. C'est terriblement frustrant. Voilà, quelques
Grand mot. Pourquoi ce thème est si passionnant? Voilà, ça développe vraiment l'audace, l'esprit d'équipe, la bonne camaraderie, la persévérance, l'amour du pays, parce que l'aéropostale, c'est avant tout une œuvre française. Le courage, le goût du beau, le goût du grand. Bref, ces hommes sont des héros. N'hésitez pas à lire Joseph Kessel. Si vous ne connaissez pas la vie de Mermoz, c'est passionnant. Le passage que j'ai choisi pour resituer un petit peu, nous sommes en 1929. Jean Mermoz a été recruté par l'aéropostale en 1900, enfin 5 ans plus tôt, donc je vous laisse calculer. Et après avoir survolé l'Espagne, puis être arrivé jusqu'à Dakar, Didier Dora lui confie la mission d'aller ouvrir les lignes en Amérique du Sud, enfin de les rendre pérennes en tout cas. Et voilà, il accomplit une besogne incroyable. Et le passage que j'ai choisi pour notre dictée se situe au moment où il se trouve à Santiago. Il cherche une voie pour survoler la cordillère des Andes, mais une voie qui permette vraiment un transport régulier du courrier et pas juste un exploit, un raid aérien où on arrivera une fois à le faire. Donc, Jean Mermoz, je crois, il me semble de mémoire que c'est un Breguet 14, son avion, donc un vieux biplan de la Première Guerre mondiale. Lui pilote, il a à l'arrière son cher mécanicien Colno. Bien sûr, pas de cockpit, hein, nous sommes... Et il cherche une voie pour survoler la cordillère des Andes. Voilà, le passage que j'ai choisi se situe juste à ce moment-là. Ils viennent de décoller et ils admirent... Enfin, voilà, le paysage se déploie sous leurs yeux. Et après ça, il y aura le premier miracle que réalisera Mermoz et son mécanicien dans les Andes, mais ça, je vous laisse lire le livre. Ce passage se prête très bien... Ah oui, non, pardon. Quelques petites précisions avant ça. Le texte n'a pas été choisi pour sa difficulté orthographique. Donc je suis désolée pour ceux qui veulent une dictée très dure, ça ne sera pas le cas. Il a plutôt été choisi pour sa beauté, la beauté de la langue. Donc nous passerons un beau moment en compagnie de Joseph Kessel. Je m'excuse d'avance aussi, je viens du Sud, je ne sais pas prononcer les « et » et les « est ». Donc tout est « et ». Globalement, mes élèves le savent, je leur ai dit que je vous dirais la même chose. Donc pardonnez-moi, fiez-vous au sens, et je vous fais confiance pour bien écrire. Je vous propose un petit jeu, je vous propose de faire les dictées comme moi je l'ai fait dans ma classe. Si vous ne voulez pas le faire, je ne vous forcerai pas, mais dans ma classe, pour forcer l'écriture consciente, je dicte un morceau de phrase, que je ne le répète pas, je le dicte. Tous ensemble, ils le répètent à voix haute, et ensuite ils écrivent en chuchotant. Je vous propose de faire la même chose. Donc moi au début, pour leur donner un peu le ton, je dicte, ensuite je dis « à vous ». Écrivez, c'est un peu dictatorial, mais après ça rentre et je le fais plus. Voilà, je vous propose de faire la même chose si vous le souhaitez. Et j'en viens enfin à ce fameux passage qui se prête très bien à l'évocation, donc à la formation d'une image mentale. Je vais tâcher de faire la première lecture assez lentement pour vous laisser imaginer que ce n'est pas Colno qui est à l'arrière de Mermoz, mais c'est vous qui êtes dans son avion. Et le paysage se déploie sous vos yeux. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à imaginer la scène. Un spectacle d'une grandeur, d'une beauté indicible s'offrait à lui, tandis qu'il gravissait les paliers aériens. À l'ouest s'étalait la verte plaine chilienne, semée de lacs, de rivières, et toute éclatante d'arbres en fleurs. Sur son rivage frémissait au soleil la houle violette du Pacifique. Et de l'autre côté, d'une seule coulée, se dressait la paroi cyclopéenne de la cordillère des Andes. Qui n'a pas survolé cette immensité minérale ne peut connaître entièrement la barbarie solennelle et tragique du monde, ni soupçonner le secret quasi astral qui, pour l'éternité, baigne ces dieux les plus glacés sur leur autel géant. Rien ne peut donner une image valable de cet océan vertical pétrifié. Rien ne peut faire sentir le caractère d'interdiction absolue que présente cette barrière colossale qui réunit la terre au ciel et qui, fermée, murée, sans faille ni fissure, semble arrêter à son flanc l'univers. Point final. Vous êtes prêts ? Donc, je dicte, je vous propose de répéter à voix haute tous ensemble. Et si je bafouille, excusez-moi. Un spectacle d'une grandeur, virgule, d'une beauté indicible,
À vous. Écrivez en chuchotant. J'ai du mal à voir à quel rythme vous écrivez, donc pardonnez-moi. S'offrait à lui tandis qu'il gravissait les paliers aériens. Point. À l'ouest, virgule, s'étalait la verte plaine chilienne. Mes morceaux de phrases sont-ils trop longs ou ça va? Ça va? Ouais. Pardon, du coup, je redis le début de la phrase et je continue. À l'ouest, virgule, s'étalait la verte plaine chilienne, semée de lacs, virgule, de rivières. Et toute éclatante d'arbres en fleurs. Point. Sur son rivage frémissait au soleil la houle violette du Pacifique. Point. Et de l'autre côté, virgule, d'une seule coulée, virgule, se dressait la paroi cyclopéenne de la cordillère des Andes. Point. À la ligne. Qui n'a pas survolé cette immensité minérale
ne peut connaître entièrement la barbarie solennelle et tragique du monde, virgule, ni soupçonner le secret quasi astral qui, virgule, pour l'éternité, virgule, baigne ses dieux les plus glacés, sur leur autel géant, point. À la ligne. Rien ne peut donner une image valable de cet océan vertical pétrifié, point. Rien ne peut faire sentir le caractère d'interdiction absolue que présente cette barrière colossale qui réunit la terre au ciel et qui fermé, virgule, muré sans faille ni fissure, virgule, et qui fermé, virgule, muré sans faille ni fissure, virgule, semble arrêter à son flanc l'univers, point. Point final. Je relis tout. Un spectacle d'une grandeur, virgule, d'une beauté indicible s'offrait à lui, tandis qu'il gravissait les paliers aériens, point. À l'ouest, virgule, s'étalait la verte plaine chilienne, semée de lacs, virgule, de rivières, et tout éclatante d'arbres en fleurs, point.
Sur son rivage frémissait au soleil la houle violette du Pacifique. Point. Et de l'autre côté, virgule, d'une seule coulée, virgule, se dressait la paroi cyclopéenne de la cordillère des Andes. Point. À la ligne. Qui n'a pas survolé cette immensité minérale ne peut connaître entièrement la barbarie solennelle et tragique du monde, virgule, ni soupçonner le secret quasi astral qui, virgule, pour l'éternité, virgule, baigne ces dieux les plus glacés sur leur autel géant, point. Rien ne peut donner une image valable de cet océan vertical pétrifié, point. Rien ne peut faire sentir le caractère d'interdiction absolue que présente cette barrière colossale qui réunit la terre au ciel et qui, fermée, virgule, murée, sans faille ni fissure, virgule, semble arrêter à son flanc l'univers. Point. Magnifique, n'est-ce pas? Je vous propose de prendre 2 minutes, je vois que l'heure file, 2 minutes pour vous relire, et ensuite je projette le texte au tableau. Enfin, sur l'écran, pardon, des formations professionnelles. 1 minute. 1 minute, vous êtes pro. C'est Dieu. Glacé. Pardon, glacé. Oui. Les ateliers vont reprendre dans quelques minutes. Vous pouvez déjà vous diriger vers les pôles pour écouter ce qui vous intéresse. Et sinon, il y a un atelier en salle plénière. Professeur, découvrez votre voix. On libère la salle, c'est promis. Pour la correction, j'affiche le texte. Je vous propose, si vous le souhaitez, d'échanger votre carnet avec votre voisin, vous faire corriger par votre voisin si vous le souhaitez. Je l'affiche et je vous laisse relire et je vous poserai une question. Je l'ai recopié tel qu'il est dans mon livre. Et je vous poserai une question, y a-t-il une faute d'orthographe dans le livre? Ok, indicible, on ne pouvait pas deviner. Mais il y a un S. Voilà, je vous mets juste en surbrillance les quelques petites... bon voilà, c'est pas de très grandes difficultés. Hein, S à fleur, l'orthographe de solennel, c'est Dieu, adjectif possessif et non pas démonstratif, et fermé et muré, adjectif qui s'accorde avec cette barrière colossale, avec barrière, donc et E. Alors, parce qu'effectivement, c'est la grandeur et la beauté qui sont indicibles, les deux. C'est pour ça qu'il y a un S. Mais je vous l'accorde que sans le texte sous les yeux, on ne pouvait pas deviner. Donc ne la comptez pas comme une faute, celle-ci. Du coup, ma question, y a-t-il une faute d'orthographe dans ce texte? Ouais, exactement. Il n'y a pas de E à toutes... Enfin, normalement, alors on a beaucoup réfléchi, j'ai douté du coup. Tout ici c'est un adverbe c'est un variable et il ne prend un E que dans certains cas très particuliers si l'adjectif qui suit commence par une consonne ou un H muet et qu'il est féminin.
Et il s'accorde effectivement en genre et il s'accorde au féminin et au féminin pluriel si l'adjectif qui suit commence par une consonne ou un H et un H aspiré. Et ici, il n'y a pas de raison, a priori, si vous me le confirmez, d'avoir un E dans le livre. Les 2 orthographes sont acceptées? Pardon? Cordillère. Cordillère, non. Ouais. Alors, moi, je vous dirais que oui, mais la nouvelle orthographe vous dira sûrement que non. Je doute qu'ils obligent à le garder, celui-là. Bon. Moi, j'y tiens. Oui, alors là, j'ai peut-être pas l'explication très précise. Il me semble que quand on indique l'ouest, quand on parle de... Enfin, les points cardinaux, pour moi, ne prennent pas de majuscules, mais quand on parle de l'ouest au sens général du terme, il y en a peut-être qui sont plus calés que moi dans la salle, là, on... Voilà. Merci. On peut mettre les deux, oui. La nouvelle orthographe accepte effectivement qu'il n'y a plus l'accent circonflexe, c'est ça? Non. Non, ne comptez pas. Y a-t-il d'autres questions? Non. Ce n'est pas à dessein. Voilà, moi j'ai terminé là. La slide suivante, c'est juste pour vous dire merci. Donc je ne la mets pas si vous n'étiez pas encore... Merci d'avoir participé.